Excusez-moi, mais je vais vous demander d'arrêter. En tout cas, Cette journée se passait très bien. Moi aussi, On arrête. C'est cash, c'est de l'investigation Ici. et c'est maintenant. est-ce que vous avez une idée du nombre de kilos de sucre que vous mangez par an? Oh, pas la moindre idée. Oh, je sais pas, ouais, 15, quelque chose comme ça. 15 kilos, quelque chose comme ça? Moi, c'est que je suis très gourmand, alors disons 15, allez. Je dirais, je sais pas, 5 kilos. Pas plus. Non. Probablement beaucoup trop. 5 kilos maximum. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. Chaque année, chacun d'entre nous consomme en moyenne 34 kilos de sucre. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Bah, ça fait beaucoup. Ouf, ça en fait, alors. Bah, ça fait peur. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il y a du sucre dans la charcuterie? Non. Eh bien, il y en a. Dès que vous achetez un plat préparé en supermarché, il y a du sucre dedans. Non, comment ça se fait? Plus rien ne choque de nos jours. Si on lit une étiquette, ça commence toujours par le sucre. Obésité infantile, développement de maladies cardiovasculaires, les risques engendrés par cette surconsommation de sucre sont graves. Pire encore, le consommateur n'est que très peu informé sur la réelle quantité de sucre contenue dans les produits qu'il achète. Ce soir, nous allons vous révéler les techniques secrètes des industriels de l'agroalimentaire et les moyens démesurés qu'ils mettent en place pour nous faire consommer toujours plus de sucre. Vous ne connaissez pas son vrai visage, mais il n'est jamais très loin de vous. Dans sa mallette, tout ce qu'il vous faut. Il peut livrer partout où vous êtes. À peine avez-vous tourné la tête et hop, il vous en remet une bonne dose. Vos enfants, vous pouvez les lui confier sans crainte. Eux aussi ont le droit de se régaler. Vous êtes inquiet? Non, franchement, il n'y a pas de quoi. À la télé, avec sa blouse blanche, il est là pour vous rassurer. Bon, d'accord, on exagère un peu. Pour influencer vos députés quand il va à l'Assemblée, il ne met pas de cagoule. Et il ne traîne pas non plus dans les parkings souterrains. Ça, c'était juste pour vous faire peur. Mais au fait, c'est qui, lui? Lui, c'est le lobby du sucre. Cash vous propose de le démasquer. Ah, le sucre! Jamais en retard d'une réclame pour vous faire de l'œil. Souvenez-vous de l'abeille, déjà un peu obèse. Pour tout ce qui est sucre, c'est moi l'expert. Oui, souvenez-vous, c'était lui, l'expert. Pour vous vendre des sucreries sous toutes les formes. J'étais là. Les dominos qui n'en finissent pas. En pyramide, en cascade, il est partout. J'étais là. Au bistrot, toujours plus gros. Au salon de thé. Vous prendrez bien une tasse de thé? C'est pas la peine de vous cacher, petit cavaleur. Qu'est-ce que tu fais encore habillé? Et même au lit. C'est pas beau de faire un temps de mesdames. Le sucre, le plus petit des grands plaisirs. Un slogan inoubliable. Des campagnes de com financées par l'industrie du sucre pour bien vous mettre dans le crâne que le sucre, c'est que du bonheur. Et ça fait 30 ans que ça dure. Il suffit d'une visite au dernier salon de l'agriculture pour retrouver le petit carré blanc en train de faire son show à coups de barbe à papa et de films promotionnels. C'est plus subtil qu'il y a 30 ans. Le sucre a fait du chemin depuis. Un repas du dimanche dans une famille française façon Amélie Poulain. C'est un bar. Waouh! Au menu, légumes frais et poissons vapeur. Mais au dessert, c'est l'heure des messages subliminaux. Et voilà. Waouh! Et dis-moi, comment tu fais pour toujours préparer des desserts qui sont aussi bons? Eh bien écoute, j'ai envie de te dire le talent. En tout cas, moi, elle m'a eu avec son fondant au chocolat. Grâce à toi, ma vie est une farandole de saveurs. Faut que tu saches que je suis un prisonnier volontaire, une victime de l'amour. Et si avec tous ces bons sentiments, vous n'êtes pas encore accro au sucre, le voici qui passe subtilement sous votre nez au moment du café. Prisonnier, victime, il ne croit pas si bien dire, le monsieur de la pub. Parce qu'en fait, le sucre, c'est une drogue, une vraie.
C'est ce qu'a découvert un chercheur au CNRS à Bordeaux, par le plus grand des hasards. Serge Ahmed est un spécialiste de l'addiction. Ces rats de laboratoire n'étaient pas destinés à la recherche sur le sucre. Eux, leur cam, c'est plutôt la cocaïne, sous forme liquide. Ils ont tous été rendus accros pour étudier les phénomènes d'addiction. Ceci est une seringue contenant de la cocaïne. Mais un jour, Serge Ahmed décide de changer le menu du petit déjeuner de ses rats. Pour mieux mesurer leur addiction, il leur propose de goûter aussi de l'eau sucrée. Une substance a priori neutre, anodine. L'animal a le choix entre appuyer sur un levier là, qui est présenté à droite ou appuyer sur un levier présenté à gauche. Lorsqu'il appuie sur le levier présenté à gauche, il peut boire de l'eau sucrée. Lorsqu'il appuie sur le levier de droite, il a une infusion intraveineuse de cocaïne directement dans la circulation sanguine. Entre la seringue de cocaïne liquide à droite et l'eau sucrée à gauche, ces rats déjà accros devraient choisir la cocaïne. Mais, surprise. Sur 100 rats testés, on va dire, on a à peu près 80 à 90 rats qui se détournent de la cocaïne pour boire l'eau sucrée. Donc une vaste majorité d'individus. Et là, comme vous pouvez le constater, l'animal nous ignore totalement et est concentré que sur consommer de plus en plus de l'eau sucrée. Et c'est justement ce qu'il est en train de faire là actuellement. C'est une preuve du pouvoir renforçant et addictif en fait de l'eau sucrée. Le sucre serait aussi addictif que la cocaïne. Serge Ahmed est l'un des premiers à l'écrire, d'autres scientifiques le confirment depuis. D'après ses travaux, tout se passe comme si le sucre titillait délicieusement les neurones de la récompense et de la motivation dans notre cerveau. Chaque prise de sucre libère de la dopamine, exactement ce qui se produit quand on prend de la drogue. Nos enfants seraient-ils tous des toxicos? Eux qui en mangent en moyenne 100 grammes par jour, l'équivalent d'une vingtaine de petits carrés de sucre. On a peut-être tendu une drogue dure à nos propres enfants. Notre attitude actuelle vis-à-vis du sucre rappelle l'attitude que nous avions vis-à-vis du tabac au début des années 60. À cette époque, personne ne parlait d'addiction au tabac, on ne considérait pas la nicotine comme addictif, mais n'empêche, il y avait des millions de personnes qui étaient dépendantes au tabac avec toutes les conséquences qu'on l'on sait au cours des 50 dernières années. Sucre et tabac, même combat. Il exagère, notre chercheur? Pas tant que ça. Parce qu'on est en train d'en payer les conséquences. En France, l'obésité touche près de 19% de la population, 2 fois plus qu'en l'an 2000. C'est une épidémie, dont les victimes sont de plus en plus jeunes. L'hôpital San Salvador à Hyères, dans le sud de la France. L'unité Quentin est spécialisée dans le traitement de l'obésité chez les adolescents. 24 jeunes passent l'année scolaire ici. 10 mois pendant lesquels ils vont réapprendre à bouger et surtout à se nourrir correctement. Bon appétit! Merci! Pas de régime, mais de vrais repas. Tu es obligé de manger tes carottes et tes courgettes. Non. Et aussi un peu de bon sens. À table, dans les verres, pas de soda. On boit de l'eau, tout simplement. Les sodas, ils en ont bu beaucoup chez eux. Le corps humain a besoin d'eau et non pas forcément de quantité de sucre astronomique, concentré dans un petit verre. Des efforts qui portent leurs fruits. Depuis septembre dernier, Romain a perdu du poids. Mais il ne veut pas dire combien. À 16 ans, il a déjà un regard très lucide sur ce qu'il considère comme une forme d'addiction. On a beaucoup moins de contact avec les produits sucrés pour justement, on pourrait dire presque un peu nous désintoxiquer. Enfin, c'est pas tout à fait le terme, mais pour nous déshabituer au sucre, quoi. Tout simplement parce qu'on y était vraiment habitué et ça devient, on pourrait presque dire, un rythme de vie de manger du sucre, enfin des produits sucrés. Se désintoxiquer, une sorte de sevrage. Pour le médecin qui suit Romain, le changement de régime, c'est la seule solution. Il va falloir faire une éducation alimentaire conséquente. Il va falloir modifier les habitudes de vie des gens si on veut ne pas avoir, si on veut endiguer cette épidémie silencieuse, quoi. Une épidémie qui tue chaque année 1 million de personnes en Europe.
Au début de sa carrière, le professeur Philip James étudiait les effets de la famine sur les enfants du tiers-monde et les moyens pour lutter contre. Ironie de l'histoire, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'obésité. Quand vous vous promenez dans Londres, vous voyez beaucoup de gens obèses? C'est assez étonnant. C'est mieux à Londres que dans le reste du pays. Même s'il y a des bus ici, les gens marchent beaucoup. Donc Londres, c'est pas trop mal. Sauf si vous allez dans les quartiers pauvres. Et là, ça saute aux yeux. Les gens se mettent à gonfler. Plus on est pauvre, plus on est gros. Dans les pays riches, les pauvres ne souffrent pas de malnutrition, mais plutôt de malbouffe. Trop de gras, trop de sucre, trop souvent. C'est incroyable. Vous en trouvez partout. C'est une manipulation très habile. Parce que si vous allez par là ou par là, partout on ne vend que des cochonneries. C'est pas étonnant que tout le monde en achète. Ils font tout leur possible pour être sûr que vous n'allez pas vous contenter d'une seule canette, mais que vous allez plutôt en acheter 3 par jour. Et on sait que chez certains enfants, désormais, 1/4 à 1/3 des calories qu'ils avalent proviennent du sucre. Une orgie de calories à cause d'un sucre omniprésent dans les régimes alimentaires de nos sociétés. À 72 ans, le professeur James se souvient d'une époque où cette denrée était beaucoup plus rare. Dans le temps, on mettait du sucre dans le thé ou le café. Sinon, le sucre, c'était pour les gâteaux. Mais après la guerre, les industriels ont compris qu'ils pouvaient fabriquer des friandises à consommer entre les repas. Quand ils faisaient leurs tests de saveur, les industriels se sont rendus compte que les gens aimaient le sucré. S'ils mettaient des matières grasses et du sucre ensemble, c'était l'idéal. Avec une pincée de sel, c'était la recette explosive qui plairait au palais de chaque consommateur et qui allumerait, on le sait aujourd'hui, la zone du plaisir dans le cerveau. Nous, les médecins et les nutritionnistes, avons mis beaucoup de temps pour comprendre que le cerveau n'est pas habitué à avoir beaucoup de petits repas, à grignoter entre les repas. Pour appâter le consommateur, lui faire avaler tout et n'importe quoi, rien de tel que le sucre. C'est pour cela qu'aujourd'hui on en trouve partout, en quantité industrielle, mais plus sous forme de carrés blancs. On consomme chaque année 1 500 000 tonnes de sucre en France, dont plus de la moitié dans les produits transformés. Et pas seulement dans les bonbons, dans les plats préparés, les sodas, les limonades. C'est comme ça que l'industrie nous a rendus accros, petit à petit. Chez les médecins, face à ce problème, la prise de conscience est tardive. Elle a au moins le mérite d'exister. En 1990, le professeur James est alors directeur technique en charge de la nutrition à l'Organisation mondiale de la santé. C'est à lui que l'OMS demande de fixer les seuils minimum et maximum pour les différentes catégories d'aliments. Fort de ses recherches, ce que Philip James écrit dans son rapport ne plaît pas à tout le monde. Ça a été une révolution. C'était de la dynamite. Pourquoi? Parce que j'écrivais qu'on n'avait pas besoin de sucre du tout. Du sucre ajouté, c'est ça? Oui, du sucre ajouté. Ça les a rendus fous. On pourrait donc se passer d'ajouter du sucre dans ce qu'on mange. En 2003, le professeur James aggrave son cas. Dans un autre rapport pour l'OMS, cette fois, il établit un lien direct entre obésité et consommation de sucre. Jusque-là, le seul reproche que la médecine faisait officiellement au sucre, c'était de faire des trous dans les dents. On s'est rendu compte que si vous ajoutez du sucre dans la nourriture, votre cerveau a du mal à compter les calories que votre corps avale. Et c'est là que vous grossissez. Dans ce rapport, on avait enfin les preuves concluantes pour dire que ce n'était pas seulement un problème pour les dents, mais que c'était aussi un problème pour l'obésité. Ce phénomène, les scientifiques ont encore du mal à l'expliquer.
Mais ils savent désormais que notre corps a bien du mal à dire stop quand il a assez de calories. Surtout quand on boit du soda. Les enfants sont les premiers concernés. Selon le rapport, on estime que chaque canette ou verre supplémentaire de boissons sucrées qu'ils consomment chaque jour augmente de 60% le risque d'obésité. Évidemment, ça ne plaît pas aux marchands de soda. That again led to a crisis. Ça a de nouveau déclenché une crise. Pourquoi? Parce que le ministre de la Santé américain de l'époque, le ministre de la Santé, s'est déplacé jusqu'à l'OMS pour dire que ce rapport racontait n'importe quoi. Que le coca, les sodas et le sucre n'étaient responsables d'aucun problème de santé. Dans mon milieu, s'occuper de l'alimentation, c'est s'occuper de politique. Pourquoi? Parce que la première industrie au monde, c'est l'agroalimentaire. Et si vous l'affrontez, ils essaient de vous flinguer. Un lobby ultra puissant. Rien qu'en France, l'agroalimentaire, c'est la première des industries. Un poids lourd de l'économie. Et le sucre y tient une place de choix. Des producteurs de betteraves aux géants de l'alimentation, en passant par les raffineurs, une filière qui rapporte. La France est le premier producteur de sucre en Europe. Autant dire que cette industrie a ses entrées partout. À commencer par l'Assemblée nationale. Pour appâter les parlementaires, le lobby les invite à des colloques, à des déjeuners, sous prétexte d'informations scientifiques. On a récupéré l'une de ces invitations, une conférence consacrée au diabète, organisée par Kraft Foods. Ce groupe est le numéro 2 de l'agroalimentaire dans le monde, derrière Nestlé, pas loin de 50 milliards de chiffre d'affaires. Kraft, vous savez, c'est la vache mauve de Milka. Les carambars, les biscuits lus, et très récemment, ces petits gâteaux arrivés tout droit des États-Unis, les Oreos. 46% de sucre. Ils font un carton dans les magasins. Behold, the new triple double Oreo. Who's gonna race with that? Nous décidons de nous rendre à cette conférence sur le diabète. Avec un panier sous le bras. Un petit échantillon de produits Kraft, parmi les plus sucrés. Kraft avait invité des parlementaires, mais quand la marque a su que nous voulions filmer l'événement, elle a annulé l'invitation des députés, peut-être prise en flagrant délit de tentative d'influence d'élus de la République. Rencontre scientifique, Kraft Food France Atelier. Nous entrons. Bonjour. Nous aurons juste le temps de comprendre qu'ici, quand on parle de santé, c'est surtout en termes marketing qu'on le fait. L'homme qui lève la main, c'est le directeur de la nutrition de Kraft en France. Entre le goût c'est le point d'entrée, c'est obligatoire, il faut que le produit soit bon pour être réacheté. Il y a aussi une part de praticité, le fait que le produit soit en sachet individuel, ça joue aussi beaucoup sur le côté pratique du produit, sur le fait qu'il est racheté. Et puis tout le discours sur les ingrédients, les céréales complètes et donc l'énergie pour toute la matinée, c'est aussi, ça sont les 3 paramètres clés de réachat de ce produit. L'énergie, c'est du langage Kraft, ça veut dire sucre. La causette est terminée. Impossible de savoir si avant notre arrivée, on parlait plus de diabète que de commerce. Une chose est sûre, dans l'assistance, il y a des médecins. Ça va? Ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà. Lui, c'est le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste renommé de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous l'avez certainement déjà croisé en train de parler d'obésité à la télé. Il y a des études qui montrent que chez les obèses, la consommation de sucre est moindre que chez les non-obèses. Vous voyez, donc c'est pas forcément ça qui est responsable. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une conférence sur le diabète qui est organisée par un géant de l'agroalimentaire? Bonne question. Oui, non mais c'est vrai, une bonne question. Je trouve qu'il faut dialoguer. C'est des dialogues et je pense que c'est intéressant de voir comment travaillent les industriels. Vous avez mangé un petit Oreo? Vous en voulez un? Non, merci. Non, parce Pourquoi? Non, parce que j'en ai pas envie là maintenant. Là, ça me paraît évidemment que ça fait une corne d'abondance, etc. Mais c'est pas parce que vous en prenez un que vous êtes en danger. Mais vous comprenez leur intérêt. Apprendre... Est-ce que vous comprenez l'intérêt d'un groupe industriel qui s'appelle Kraft Food, qui commercialise ce genre de produits, d'organiser une conférence sur le diabète? Ce serait pas comme si un cigarettier organisait une conférence sur le cancer du poumon, par exemple? Mais ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, qu'ils organisent une conférence là-dessus. C'est pas choquant? C'est pas d'abord choquant?
Premièrement, on ne peut pas comparer le tabac avec l'alimentation. Oui. On est obligé, pour vivre, on est obligé de manger. Donc les produits plaisir font partie de l'alimentation. Et moi, je préfère que les gens soient éduqués, c'est-à-dire sur le choix alimentaire et sur la régularité de leur prise alimentaire, et lutter contre les interdits. Moi, j'ai aucun intérêt avec l'agroalimentaire, donc j'en parle librement. L'agroalimentaire, c'est son intérêt de continuer à vendre. Oui, si on vous demande une déclaration ou un lien d'intérêt, il n'y en a pas. Oui, j'ai déjà participé à des débats avec Coca, j'ai déjà participé à des trucs comme ça. Ouais. J'ai pas été payé directement par Coca, quoi que ce soit. On m'a demandé de participer. Pas directement, ça veut dire quoi? C'est par des agences de communication, etc. Mais j'ai jamais été payé directement par Coca. Oui, vous avez été payé quand même. Oui, mais pour faire une communication sur le goût sucré, etc., des choses comme ça, ça c'est tout à fait transparent. Je peux comprendre. Entre guillemets, gratuitement pour la beauté du geste. Je pourrais y participer gratuitement, je veux dire, pourquoi pas. Je veux dire, pour la beauté du geste, bon, je veux dire, on est dans un monde... En tant que médecin, quoi, je veux dire, hein, serment d'Hippocrate. Moi, je fais assez de communication auprès de mes patients, etc., gratuitement, ou je fais assez de tournées dans les conférences, etc., gratuitement, pour dire que je œuvre déjà suffisamment là-dedans. Mais j'ai pas le sentiment d'être acheté. C'est pas parce que je vais dire des choses, je suis pas là en train de dire il faut acheter du Côte d'Or, etc. Vous voyez? Quand vous présentez ça, évidemment, ça fait une image à la télévision qui paraît choquante, etc. Donc les gens ils vont être effarés par ça. Il y a des placards de parents qui sont un peu comme ça. Mais je trouve ça navrant. Pas forcément une caricature. Mais je trouve ça navrant, parce que ça, c'est pas un choix alimentaire. Le nombre de familles où il y a ces biscuits-là, des carambas ou du chocolat. Le directeur de la nutrition de Kraft s'approche. Il n'aime pas trop qu'on critique ses produits. Excusez-moi, mais je vais vous demander d'arrêter. Parce que le but de cette journée, c'était pas de faire une polémique sur... On fait pas de la polémique, non, on fait de l'information. Non, vous faites de l'information, mais aujourd'hui, c'était une journée d'information scientifique, purement scientifique. Et si vous venez avec ça intéresse le grand public. Oui, mais le grand public n'est pas là aujourd'hui. Il est là par l'intermédiaire de nos caméras. Oui, mais on ne les avait pas invités. On a invité un parterre d'experts scientifiques. Vous représentez le groupe Kraft? Oui, je suis le directeur nutrition de chez Kraft. Ah, très bien, ravi de vous rencontrer. Bonjour, monsieur. Non, mais... Bonjour, mais on va arrêter parce qu'on a un programme aujourd'hui. 41% de sucre, là 48%, là 49%, là 60%. Comment le groupe Kraft peut à la fois commercialiser ce genre de produit? Moi, je vous dis, comme je suis maman, je commence à regarder les étiquettes de près, là je m'inquiète quand je vois ça. Et en même temps, faire une conférence sur le diabète. C'est pas l'objet de cette journée. En tout cas, cette journée se passait très bien. Mais elle ne se passe pas très bien pour vous? Le fait que le grand public soit là, c'est pas une bonne chose. Le grand public n'est pas là puisque vous mélangez les débats et vous faites tourner à votre avantage politique des choses qui sont complètement... Pas de politique, nous, on fait juste de l'information. Vous faites de la politique en mélangeant des sujets qui n'ont pas besoin d'être mélangés. Vous sortez... On va sortir. Tout le monde a l'air bien tendu et personne ne veut de nos biscuits. Rappelons que nous ne sommes pas dans une conférence sensible sur le nucléaire ou l'armement. C'était une conférence sur le diabète organisée par Kraft. Résumons. Pour influencer l'Assemblée nationale, il faut être crédible. Une société comme Kraft Foods tisse des liens avec des médecins nutritionnistes. Fort de cette crédibilité scientifique, il est alors possible de capter l'attention des députés, en espérant obtenir une législation favorable. Nous découvrons à quel point nos élus sont courtisés. L'industrie les invite à sa table et s'invite à la leur. Une stratégie souvent gagnante qui commence à l'échelon local avec un cas d'école. Le programme de lutte contre l'obésité peut être le plus connu de France. Il est né ici, dans 2 communes du nord de la France, Fleurbaix et Laventie. Depuis 1992, à Fleurbaix et Laventie, dans le Pas-de-Calais, on contrôle le régime des plus jeunes et cette expérience unique en Europe donne déjà de très bons résultats. On y va! Le principe est simple, promouvoir une alimentation diversifiée chez les enfants et tout faire pour qu'ils fassent du sport. Tous les ans, on les pèse et on les mesure, histoire de vérifier que ça marche. De l'engagement et du bon sens. Apparemment, à Fleurbaix et Laventie, ça a fonctionné. L'épidémie d'obésité y aurait été enrayée. Alors en 2004, l'initiative est étendue à 10 villes pilotes en France. Le programme est baptisé EPOD, Ensemble, prévenons l'obésité des enfants. Aujourd'hui, le programme existe toujours, sous un autre nom, VIF, comme Vivons en forme. Le dernier congrès annuel, c'était à Asnières en janvier dernier. Pour vivre en forme, le programme s'appuie sur des partenaires de choix. Nestlé, Orangina ou encore Ferrero. Vous savez, le fabricant des chocolats Kinder ou du Nutella.
Des marchands de soda et de chocolat gras et sucrés pour faire maigrir nos enfants. Étonnant, non? À la tribune, le représentant de Ferrero, corporate, jusqu'au bout du stylo. Pour nous, Ferrero, il s'agit tout à la fois de contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes qui conduisent les personnes vers une situation de surpoids et d'obésité au sein des familles. Vous avez bien entendu, avec VIF, Ferrero lutte contre l'obésité. Et pour Monsieur Nutella, la raison de leur présence dans un programme pareil, c'est tout sauf de l'affichage. Participer à ce genre de programme, c'est pour un effet d'image. Alors, ce n'est absolument pas l'objectif pour nous d'avoir un effet d'image, parce qu'on est vraiment, on intervient en tant que financeur. On n'est pas là pour placer nos produits, on n'est pas là pour se mettre en avant. Ce qui est mis en avant, c'est vraiment le programme VIF. Enfin, le nom de votre société est quand même présent partout, sur les films, sur les affiches. Parce que nous sommes un partenaire du programme. On n'a aucunement l'intention de faire ce que vous nous reprochez un peu de faire, ce que vous avez l'air de nous reprocher de faire. C'est-à-dire qu'on n'a aucune intention de placer nos produits. Parlons-en de leurs produits. Dans le Nutella des noisettes, il n'y en a pas tant que ça, à peine 13%. Ce qu'on ne voit jamais dans leur publicité, c'est que le sucre remplit plus de la moitié d'un pot de Nutella, presque 57%. Effectivement, on a des produits gras et sucrés, on le reconnaît, on l'assume. Quelque part, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais produits dans l'alimentation. De la même manière, sur les ingrédients, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais ingrédients. C'est toujours la manière dont on les consomme, la manière dont on les utilise. Naturel et savoureux. Bon, il l'a reconnu. Nutella, c'est gras et sucré. C'est déjà ça. Pour savoir pourquoi Ferrero est dans ce programme, il faut laisser traîner ses oreilles et une caméra discrète en fin de conférence. Cette dame, c'est la numéro 2 du programme Vivons Enfants. D'avoir des gens obèses demain dans la population, c'est pas un but intéressant pour l'agroalimentaire. À partir du moment où vous êtes en surpoids ou obèse, vous devenez malade. Donc, régime, voilà. Tous les produits stigmatisés. Les régimes, on va surtout plus manger ces produits à lui. Stigmatisé, le mot qui fait peur chez les industriels. Une mauvaise image, c'est pas bon pour le commerce. C'est bien pour ça que les partenaires déboursent chaque année 600 000 € pour le programme VIF. Une paille pour ces géants. Mais pour VIF, ce sont les 2/3 du budget. Christophe Roy est le directeur du programme. Ok, Christophe Roy, interview première. Il en pense quoi d'avoir comme bailleur de fonds Nestlé, Ferrero, Kellogg's ou encore Orangina? Ça vous choque pas que ce soit ces partenaires privés là? Non, ça ne me choque pas que ce soit des partenaires privés là. Pourquoi? Parce qu'on a défini des règles extrêmement strictes de partenariat. Les partenaires ne peuvent pas intervenir, bien évidemment, dans le fonctionnement du programme, dans la définition des objectifs, dans la mise en œuvre des activités, et elles ne peuvent pas non plus se référer au soutien qu'elles apportent à ce programme dans le cadre d'une promotion produit qu'ils feraient. Alors Nestlé et Kellogg's, on l'a dit... La fondation Nestlé. Oui, en l'occurrence la fondation Nestlé, vous êtes d'accord, elle dépend de Nestlé? C'est la fondation Nestlé, c'est pas l'entreprise Nestlé. Oui, enfin, la fondation Nestlé, donc, qui vient de Nestlé, et Kellogg's, vous êtes d'accord avec moi, ce sont les 2 plus gros fabricants de céréales pour le petit déjeuner. Ça, les enfants en consomment énormément. Ces céréales, elles apportent 21% de tout le sucre que nos enfants devraient manger dans une journée. Le ministère de la Santé recommande que cet apport ne dépasse pas 12%. Bref, Nestlé et Kellogg's, qui vous financent, font des céréales qui sont beaucoup trop sucrées pour les enfants. Je ne suis pas porte-parole de ces entreprises-là. Non, mais vous je êtes suis porte-parole d'un programme. Non, je ne suis pas partenaire. Ils sont partenaires d'un programme selon des règles extrêmement strictes de gouvernance. Ça relève de ces entreprises et pas du programme Vivons en Forme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de leur servir de vitrine? Voilà, ça c'est la question. Moi je ne pense pas qu'on leur serve de vitrine parce qu'ils communiquent très peu sur le soutien qu'ils nous apportent. Et je ne pense pas qu'ils définissent leur politique, leur développement sur la base de cette vitrine-là. Alors on a vos 2 chartes, l'ancienne, l'EPOD, celle du VIF aujourd'hui. Et on voit très clairement qu'il y est dit qu'il ne faut absolument pas stigmatiser des aliments ou des groupes d'aliments. On ne veut pas dire à un moment pour les enfants que c'est mauvais de manger des céréales trop sucrées, que c'est mauvais de boire du soda, que c'est pas terrible de manger des pâtes à tartiner. C'est quand même formidable pour eux d'avoir un programme qui ne va stigmatiser aucun aliment ou aucun groupe d'aliments. C'est difficile de
toucher les populations les plus fragiles, la population en général, en commençant par dire « ne mangez pas ce que vous mangez ». Si vous mangez une fois par semaine un morceau de chocolat, ça n'a jamais été responsable de l'obésité, et vous le savez très bien. Si vous voulez toucher une population, l'amener à changer les comportements alimentaires, c'est pas en commençant en stigmatisant ce qu'ils mangent. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas blanc et noir, vous le savez. Pour les industriels, c'est même transparent. Ils n'ont rien à craindre, puisque, comme vous l'avez compris, selon la charte EPOD, les communes s'engagent à ne pas stigmatiser d'aliments. Ainsi, on peut voir, lors de petits déjeuners pédagogiques organisés dans le cadre du programme, à côté des yaourts et des fruits, des pots de Nutella et des paquets de céréales sucrées trônaient en bonne place sur les tables. Ces images ont été tournées à Thiers, en Auvergne. La municipalité faisait partie des 10 villes pilotes, les têtes de gondole du programme. En tant qu'adjoint à la santé, c'est le docteur Jean-Luc Delhomme qui le supervisait. Mais la promiscuité avec les industriels a peu à peu écœuré les Auvergnats et a eu raison de leur motivation. Ils ont quitté EPOD en 2010. Ça posait un problème quand même. Et nous, ça nous l'a posé, oui, de plus en plus. Rien qu'au niveau de Thiers, là par exemple, j'ai eu des exemples de médecins qui ne voulaient pas venir aux réunions en disant ton projet, c'est un projet commercial, c'est pas un projet d'éducation. Donc on ne va pas participer à un projet commercial. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que l'État se soit complètement désengagé et laissé rentrer tous ces gens-là pour financer quelque chose qui aurait dû être du financement de l'État, au moins en grande partie. C'est quand même ça qui est dommage. Un beau programme de santé publique avec de gros morceaux d'intérêt privé dedans. C'est tout l'intérêt d'EPOD pour les industriels, devenir des acteurs responsables de la santé publique. Parmi les 4 généreux donateurs, il y a Orangina Schweppes, deuxième vendeur de soda en France. Cela fait 4 ans qu'ils arrosent EPOD. En matière d'obésité, la meilleure défense, c'est l'attaque. Qu'est-ce que vous y gagnez à être dans EPOD ? Nous, on y gagne une position par rapport à ces produits. Aujourd'hui, on nous critique beaucoup. Je pense qu'on a le droit aussi de se défendre, de dire que non, on n'est pas les contributeurs à l'obésité. On fait partie d'une alimentation saine. On a une vocation à vivre. On a des marques, des belles marques, des marques françaises. On peut les défendre. Des produits sains. Orangina, c'est 6 morceaux de sucre par canette. Il ne fait pas bon pointer du doigt la contradiction de leur présence dans un programme contre l'obésité. C'est pour ça que je vous demande pourquoi vous êtes dans un programme qui lutte contre l'obésité quand, en même temps, les gens de votre secteur disent qu'il n'y a pas de lien entre l'obésité et vos produits. S'il n'y avait pas de lien, vous n'auriez aucun intérêt à être dans EPOD. Non, c'est qu'on sait qu'il y a un problème d'obésité de manière générale. Vous focalisez sur les softs alors qu'en fait, l'obésité, ce n'est pas une catégorie de produits. L'obésité, c'est un ensemble de paniers alimentaires et donc de catégories. Si les produits en tant que tels étaient nocifs, vous comprenez qu'ils ne seraient pas sur le marché. Donc c'est bien un problème de comportement par rapport à ces produits. Tout est question de consommation responsable et de comportement responsable. C'est quoi pour un enfant une consommation responsable ? Ça va dépendre de l'activité. Enfin, je ne veux pas entrer dans ce type de débat parce que c'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable. Et moi, j'aurais envie de vous demander, mais alors, qu'est-ce que vous faites dans EPOD ? On peut se poser des questions sur la présence d'un... Non, on va s'arrêter là. Franchement, je ne me sens pas du tout à l'aise parce qu'on était là pour partager sur un programme auquel on croit vraiment et auquel on s'investit largement. Et là, je pense que les questions ne sont pas du tout adaptées, mais clairement pas adaptées. Donc, mais pourquoi c'est pas adapté ? Si vous en êtes d'accord, on va s'arrêter là. Moi, non, mais... On a peut-être un peu trop secoué Orangina. Tant pis pour nous. Pour avoir des réponses, il faut traverser la Manche, aller chez Philip James. Le programme EPOD, le professeur a eu l'occasion de le voir grandir. Il avait même visité Fleurbay et Laventie, dans le nord de la France. Pour lui, EPOD, c'est un cas d'école en matière d'infiltration commerciale. De la part de l'industrie agroalimentaire, je considère que c'est une tactique de diversion très intelligente. Ça limite les risques de voir les politiques en Europe s'attaquer sérieusement un jour à l'obésité infantile. C'est la meilleure méthode pour l'industrie de s'assurer qu'aucun pays ne prendra un jour des mesures contraignantes en la matière. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les écoles, voir les mères et leur dire « Éduquez mieux vos enfants ».
C'est une manipulation classique de la part de l'industrie pour empêcher toute initiative gouvernementale de santé publique. Pour s'implanter au cœur du pays, EPOD, programme de lutte contre l'obésité financé aux 2/3 par les marques Nestlé, Orangina Schweppes, Ferrero et Kellogg's, cible en priorité les écoles. Mais il doit partager la cour avec un autre camarade, le CEDUS. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en France, les industriels du sucre ont depuis longtemps pris les choses en main, avec le CEDUS, leur bras armé, le Centre d'études et de documentation sur le sucre. Ne vous fiez pas à ce nom qui ressemble à un institut de statistiques. Le CEDUS regroupe toute l'industrie sucrière, producteurs de betteraves, de canne à sucre et les raffineurs. Sous couvert d'initiation à la gastronomie, le lobby du sucre a réussi à entrer dans toutes les écoles du pays. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Avec la Semaine du goût. Qu'est-ce que tu fais dans mon école, toi? Cette semaine, je vais vous apprendre le vrai goût des choses. Avec le sucre, célébrez le goût du vrai. La coriandre. La coriandre. Ah, je crois que je connais. Depuis, tous les ans au mois d'octobre, des chefs renommés font la leçon à 150 000 écoliers. Mais la Semaine du goût, c'est aussi l'occasion pour la très discrète collective du sucre de faire parler d'elle. Ce jour-là, à la mairie du 16e arrondissement de Paris, le CEDUS organise une conférence pédagogique sur le sucre. Dans la salle, quelques dames, chic, des collégiens et notre journaliste sont venus écouter les deux représentants du CEDUS. Celui qui prend le micro, c'est Philippe Rézère, le directeur scientifique. L'image que l'on a du sucre est une image qui est assez ambivalente, qui oscille entre le plaisir et la culpabilité que l'on a sur l'objet même de son plaisir. Le sucre apportant de l'énergie, le sucre bon pour le moral, mais qui s'oppose tout de suite à la peur des kilos. Ah, le sucre, ce serait tellement bon si seulement ça ne faisait pas grossir. Mais heureusement, le CEDUS est là pour nous rassurer. Au niveau lien scientifique entre consommation de sucre et autres problèmes de santé, ça c'est un rapport récent qui a été validé par l'EFSA, l'Agence de sécurité alimentaire européenne, où ils disent en conclusion qu'il n'y a pas de lien avéré entre consommation de sucre au niveau actuel et la prise de poids, le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Pas de lien entre sucre et obésité? Comme on n'est pas très sûr d'avoir bien entendu ce qu'on a entendu, on demande des précisions au monsieur du CEDUS. Vous affirmez toujours qu'il n'y a pas de lien entre consommation de sucre et obésité? Alors, au niveau de ce que j'ai présenté, c'est effectivement une des conclusions qui est, que vous pouvez retrouver sur Internet, qui est dans le rapport EFSA sur les glucides, la nutrition humaine. Le sucre en lui-même n'est pas associé ni corrélé à la prise de poids. Il maintient. Pas de rapport entre la prise de poids et le sucre. Ça alors, juste le contraire de tout ce qu'on a entendu jusque-là. Bon, comme c'est le lobby du sucre qui nous le dit, on a un peu de mal à le croire sur parole. Alors on a recherché l'étude sur laquelle il s'appuie. La voilà, publiée en 2010. En effet, elle affirme: les études épidémiologiques ne démontrent pas de corrélation positive entre apport en sucre et obésité. Plutôt le contraire. L'étude a été publiée en 2010 par l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, la référence en Europe. C'est cette institution qui contrôle tout ce qui finit dans votre assiette, l'autorité sanitaire de tout le continent. Depuis ses locaux tout neufs à Parme, en Italie, sa mission est de délivrer des avis scientifiques indépendants. C'est là que nous avons rendez-vous avec Albert Flynn, le président du groupe scientifique sur la nutrition. C'est lui qui a supervisé l'étude de 2010. Surprise, ses conclusions sont beaucoup plus nuancées que celles du lobby du sucre. Il y a toujours des doutes au sujet de ces preuves. Dans d'autres domaines, elles sont assez solides.
Mais là, les recherches sont toujours en cours. Quand vous rassemblez toutes les données scientifiques, c'est assez difficile d'avoir une réponse définitive, surtout pour ce qui concerne l'obésité. C'est un domaine où il est difficile d'avoir des réponses tranchées. L'obésité, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Au fait, toutes ces données scientifiques dont parle le professeur Flynn, d'où viennent-elles ? Prenons par exemple le paragraphe essentiel qui explique qu'il n'y a pas de lien entre sucre et obésité. Pour l'affirmer, les experts s'appuient sur 4 études de référence. Financées par qui? Je ne sais pas qui finance ces études. On a utilisé des études publiées dans des journaux scientifiques, revues par nos pairs. Qui les a financées, ce n'est pas l'enjeu. Pas curieux, le professeur. En tout cas, pas très bavard. Parce que sur les 4 études, 2 ont été financées par les industriels du sucre. Si, c'est écrit là et là. En plus, les plus grandes marques ont gentiment donné à manger aux cobayes. Des Mars et du Coca pour faire avancer la science. Si on avait l'esprit mal tourné, on dirait que c'est peut-être pour ça que les scientifiques ont du mal à faire le lien entre sucre et obésité. Ou peut-être aussi parce que les experts de l'EFSA, réputés indépendants, ne le seraient peut-être pas tant que ça. C'est en tout cas ce que dénonce cette vidéo, postée sur Internet. Diverses personnes au sein de l'EFSA ont des liens avec l'industrie agroalimentaire. Ces employés ont travaillé pour l'industrie agroalimentaire avant ou, pour certains d'entre eux, pendant leur carrière à l'EFSA. Mais la vraie question est, ne serait-il pas préférable que notre sécurité alimentaire soit étudiée par des scientifiques indépendants, se basant sur des recherches indépendantes? Qu'en pensez-vous? Nous aussi, on se pose la question. À Bruxelles, nous sommes allés voir les auteurs de cette vidéo, une ONG qui surveille les lobbies. Corporate Europe Observatory, CEO. David Leloup travaille depuis des années sur l'EFSA. Il a étudié de près les liens d'intérêt des experts en nutrition qui écrivent, entre autres, qu'il n'y a pas de lien entre sucre et obésité. Parmi eux, un Français. Vous avez par exemple Ambroise Martin. Il a fait partie pendant 6 ans de l'Institut français pour la nutrition. Il était membre du conseil d'administration, donc c'est quand même un lobby industriel en France qui regroupe des scientifiques des universités, mais aussi des scientifiques qui viennent directement de chez Danone, Nestlé, Yoplait, etc. Il a conseillé Le Sieur, Danone, NutriChoice. Apparemment, il a reçu une récompense pour ses activités en faveur de la nutrition. Par le lobby du sucre. Par le lobby du sucre. C'est assez étrange. Ce professeur siège dans un comité scientifique à l'EFSA qui donne son avis scientifique sur le lien entre l'obésité et la consommation de sucre. 3 ans avant, il a reçu un award, une récompense de l'industrie du sucre en France. Nous contactons le professeur Ambroise Martin pour parler de cette récompense remise par le CEDUS. Est-ce que quand on est à votre niveau, on a besoin de recevoir du lobby du sucre, parce que le CEDUS c'est ça, du lobby du sucre, un prix et de l'argent pour donner son avis? On n'est que des hommes, et effectivement, on peut voir ça éventuellement comme un fait à l'époque. C'était plus une reconnaissance de mes collègues, sans doute vendus à l'industrie, qui faisaient partie du jury de ce prix. Vous auriez pu le refuser aussi, hein, si vous ne vous considérez pas comme vendu à l'industrie. Tout à fait, j'aurais pu le refuser aussi, bien sûr. Oui. C'était combien le prix? C'était 5 000 €. De penser qu'on puisse manœuvrer en sous-main pour favoriser les boissons sucrées ou le sucre, etc., pour 5 000 €, c'est qu'on nous méprise vraiment totalement. Totalement. Eh oui, un scientifique, ça ne s'achète pas. Enfin, pas pour 5 000 €. Ambroise Martin n'est pas le seul à avoir des liens d'intérêt avec des industriels. Loin de là. Sur les 21 experts en nutrition de l'EFSA, 13 ont déclaré un lien avec l'industrie agroalimentaire. Dans leur déclaration d'intérêt, les mêmes marques reviennent souvent. Nestlé, Danone, Coca-Cola, Ferrero, Kellogg's. À commencer par celle du patron du groupe d'experts en nutrition de l'EFSA. Oui, vous l'avez reconnu, le professeur Flynn.
Un cas intéressant, c'est Albert Flynn. Il est membre du conseil scientifique de Kraft Foods, qui est quand même une des plus grosses multinationales avec Nestlé et Unilever. Pour Danone, Kellogg's et Master Foods qui produit les barres chocolatées Mars notamment, là, il reçoit carrément de l'argent pour faire de la recherche. C'est du financement de la recherche par ces multinationales-là. On parle du président donc de ce groupe nutrition de l'Agence européenne de l'alimentation. Tout à fait. Ça fait peur, hein? Peur, on ne sait pas. En tout cas, ça laisse songeur. À Parme, le professeur Flynn assume totalement sa collaboration étroite avec Kraft, le fabricant des Oreos et du chocolat Milka. Vous appartenez au conseil scientifique de Kraft? Oui. Depuis 2003? Oui. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Mon champ d'expertise concerne en particulier l'enrichissement des aliments. C'est un des domaines où je fais de la recherche. C'est dans ce domaine-là que je pourrais donner mon avis. Combien d'argent vous gagnez chaque année pour ça? Ce sont des honoraires, mais c'est privé. Vous ne nous direz pas combien? Non, je ne vous dévoilerai pas mes revenus. Comme Albert Flynn, tous les scientifiques qui viennent à l'EFSA sont les meilleurs dans leur spécialité. Problème, l'EFSA ne les paye pas, ils reçoivent juste un défraiement. En face, les avances de l'industrie sont particulièrement tentantes. Mieux vaut tard que jamais. Sous le feu des critiques, les dirigeants de l'EFSA essayent maintenant de faire un peu le ménage. Si vous avez un poste important dans une organisation extérieure à l'EFSA et que ce poste empiète sur les activités de l'agence, surtout si cela concerne l'industrie, alors vous ne pourrez plus présider un groupe de l'EFSA. Ça, c'est clair pour tout le monde. C'est ce qui va changer avec les nouvelles règles? Exactement. Des nouvelles règles qui entreront en vigueur en juillet prochain. Pour notre étude sur le sucre, c'est un peu tard. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle est utilisée par le lobby comme une arme imparable. Jusqu'ici, voilà le tableau. L'EFSA, Agence de sécurité alimentaire européenne, s'appuie sur l'avis d'un groupe de scientifiques. Mais plus de la moitié d'entre eux ont des liens avec l'industrie agroalimentaire, qui elle-même s'appuie sur des études de l'EFSA censées être indépendantes pour défendre ses intérêts. Avoir la science de son côté, ça ne suffit pas. Encore faut-il que ça se sache. Et là, vous allez voir comment nous, journalistes, servons parfois sans le savoir à faire passer des messages à l'opinion. L'industrie doit d'abord s'appuyer sur un partenaire public au-dessus de tout soupçon, réputé indépendant. C'est exactement ce qu'a choisi de faire un marchand de soda, il y a quelques années. Souvenez-vous, en 2008, vous avez commencé à entendre ce genre de discours. Dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es. Que boivent les Français? C'est la question que s'est posée le Crédoc via une enquête menée entre 2003 et 2007. Les résultats ont été présentés aujourd'hui aux entretiens de Bichat à Paris. Et première surprise, les Français ne boivent pas assez d'eau, bien sûr. La très sérieuse Agence France Presse reprend l'info dans une dépêche. Résultat, tout le monde en parle. Dans la presse, le message tourne en boucle. Mais peu à peu, c'est devenu « Les Français ne boivent pas assez, tout court ». Sous-entendu, pas assez d'eau, mais pas non plus assez de boissons sucrées, par exemple. À l'origine de ce message, le Crédoc, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Un organisme sous la tutelle de Bercy, subventionné par l'État. Sérieux, impartial et indépendant. C'est ce que dit son site internet. Le Crédoc, c'est le meilleur baromètre pour connaître la consommation des Français. Il conclut en toute impartialité que vous devez boire plus. Vous pouvez aussi vous désaltérer avec des sodas sans craindre de grossir, puisqu'à son tour, le Crédoc se veut rassurant concernant le lien sucre et obésité. Il écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de corrélation entre les boissons rafraîchissantes sans alcool et le poids. Un message bien reçu. Pour preuve, la conclusion de cet article de France Soir. Une étude qui va en déculpabiliser plus d'un. Une bonne nouvelle.
qui contredit juste la littérature scientifique sur le même sujet. Souvenez-vous, le professeur James et les conclusions explosives de son rapport à l'OMS en 2003, qui disait que chaque canette de boisson consommée chaque jour augmentait de 60% le risque d'obésité. Alors, qui dit vrai? Ah oui, on a oublié un petit détail. L'étude du Crédoc est commanditée, entre autres, par Coca-Cola. Mais cette info-là n'a guère été reprise dans la presse. On aurait bien aimé interviewer Coca-Cola, mais on n'a jamais eu de réponse à nos demandes. Alors on est allé au Crédoc voir la personne responsable de l'étude, Pascal Ebel, docteur en statistique. Pascal Ebel, Crédoc, top première. Moi j'ai retrouvé un article qui était paru dans François, c'était en mars 2008. On y apprend en fin d'article, c'est juste la petite phrase ici, voilà, c'est là, hein, qu'il n'y aurait pas de corrélation entre ces boissons, c'est-à-dire les sodas, et la prise de poids. Encore un résultat qui en fera déculpabiliser plus d'un. Ça, c'est ce que dit le journaliste à la fin. Et si le journaliste peut écrire ça, c'est parce que vous, Crédoc, vous avez publié une étude sur ce sujet. Elle s'appelait « Que boivent les Français ?» Alors, on a cherché cette étude, on l'a cherchée sur Internet, on l'a cherchée sur votre site. Impossible de mettre la main dessus. On vous a appelé, on vous a demandé qu'on nous la fournisse. On ne nous l'a pas fournie non plus. Alors, on a fini par la retrouver, cette étude. Elle est là. Est-ce que c'est parce qu'elle a été financée par Coca-Cola que vous n'avez pas voulu nous la donner? Non, c'est simplement que quand on travaille... En fait, ce n'est pas une étude qui a été financée par Coca-Cola, hein, c'est une enquête que l'on fait qui est financée par... alors, pourquoi il y a leur site ici? Non, mais ils ont fait une exploitation. Et en fait, c'est simplement que... ils ont payé une partie de l'étude. Oui, c'est eux qui ont payé l'étude, donc c'est eux qui la publient. Donc, elle a été financée par Coca-Cola? Non, je vous redis exactement ce qui se passe. C'est que c'est une enquête, je vais vous montrer, c'est un carnet comme ça. Là. Oui, mais cette partie-là qui concerne les boissons... Ils ont payé une petite partie pour l'exploiter. D'accord, mais avouez que c'est choquant quand même de voir que Coca-Cola finance en partie une étude du Crédoc je peux vous dire tous ceux sur les boissons sucrées. J'ai Danone, j'ai Nestlé, j'ai tous les acteurs. Ah, et ça vous choque pas que des marques privées, à un moment, participent au financement des études du Crédoc? Mais attendez, je vends. Vous savez comment fonctionne. On est une association et on vend nos études. Vous avez de l'argent public à 2 tiers. Mais vous rigolez, c'est 10%. On va appeler le directeur général. C'est 10% du financement du Crédoc, ce que donne la subvention. Et vous dites, OK, aucun lien entre consommation de boissons sucrées. Mais je ne vous dis pas, c'est un lien statistique. Je ne vous dis pas qu'il y a. Je vous dis qu'il n'y a aucun lien statistique. Vous êtes en train de changer d'avis? Non, je vous dis, la réalité d'une étude, c'est pas de lien statistique. Si vous n'avez pas bien compris, on vous le répète. Pour le Crédoc, les statistiques ne montrent pas de lien entre boissons sucrées et obésité. À l'encontre de nombreuses études sur le même sujet. Des études médicales, celles-là. À commencer par celle de l'Agence française de sécurité alimentaire, en 2004. On prend le rapport de l'AFSA, l'Agence française de sécurité des aliments. L'agence, elle écrit, elle, complètement autre chose. Une consommation excessive de sucre, notamment sous forme de boisson, donc là, on est bien dans la consommation de soda, apparaît bien en cause dans le développement du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas la même chose. Quand on est scientifique, ce n'est pas le même résultat que de dire ça. Moi, je prends la moyenne de la population. Donc, j'ai pas les gens qui sont... J'ai pas regardé l'individu qui a une consommation excessive. Bon, donc, ils ont raison. Médicalement, ils ont raison. C'est eux qui ont raison. Mais ça, c'est pas le même type de travaux. Il y a des différents outils. Et qu'il faut qu'il y ait plusieurs faits en recherche. Ouais. Hein. Il faut qu'il y ait plusieurs types d'études différentes qui montrent la même chose pour qu'il y ait un consensus sur la communauté scientifique. Puisque vous voulez plusieurs types d'études différentes, ça, c'est l'AFSA. Il y a le Lancet aussi. En effet, une autre étude, publiée par le prestigieux journal médical The Lancet en 2001, concluait que l'obésité infantile était liée à la consommation de boissons sucrées. C'est sérieux le Lancet? Oui, mais c'est pas forcément sur la France. Ah, d'accord. Donc, non, mais les gens qui boivent du soda en Grande-Bretagne n'ont pas les mêmes conséquences que les gens qui boivent du soda en France. Non, mais il y a un soda spécial en Grande-Bretagne. Je peux vous dire qu'en France, on est le pays où on consomme le moins de soda, d'accord? Oui, mais on n'est pas là-dessus, on est sur le lien. Est-ce qu'il y a un lien? Ne venez pas me voir moi je ne suis pas physiologiste. Mais je viens vous voir vous parce que vous avez fait ça. Mais je ne peux pas démontrer à partir de ça qu'il n'y a pas de... Je ne peux pas rien dire entre le lien de cause à effet. Mais c'est ce que vous écrivez. Mais c'est pas vrai, c'est parce qu'on a écrit. Il n'y a pas de lien statistique.
La différence entre il n'y a pas de corrélation. Une corrélation entre consommation c'est une corrélation statistique. BRSA, c'est le terme corrélation, c'est et le terme obésité. statistique. C'est que c'est dans les données, il n'y a pas de corrélation. Mais corrélation, ça veut bien dire qu'il y a un rapport, on est bien d'accord. Je dis qu'il n'y en a pas. D'accord. Donc il n'y a pas de rapport statistique. D'accord. Il n'y a pas écrit statistique dans votre phrase. Oui, parce que la corrélation, vous connaissez une autre façon d'utiliser ce terme. Moi, si vous voulez, ce qui m'ennuie, c'est que ça, médicalement parlant, c'est très sérieux. Donc là, moi, je suis parent, je lis ça, je me dis ouh, aïe, aïe. Et que quand je lis votre étude, encore une fois, je me dis pas ouh, aïe, aïe. Et que quand je vois que cette étude est en partie financée par Coca-Cola, je me dis qu'il doit y avoir anguille sous roche, parce que j'ai l'esprit sûrement mal placé. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes entreprises qui sont désignées, alors que je peux vous les donner, les autres produits dont on ne parle jamais. Je peux vous dire que la consommation de vin, elle a plus d'impact. Mais pourquoi vous refusez de parler de Coca-Cola? C'est vous qui bottez en touche en parlant du vin, de l'eau, des Danone, des yaourts. Bien sûr, là, on parle de Coca-Cola. Parce qu'il y a d'autres relations il y a des corrélations statistiques. Et celle-là, on n'en parle pas. Parce que c'est tellement mieux de faire croire qu'il y a un méchant. Je vous dis, c'est compliqué l'obésité. Ouais. C'est tellement facile de dire c'est la faute de cet acteur-là. Enfin, là, en l'occurrence, on ne dit pas il y a un méchant, vous dites il n'est pas méchant du tout. Hein. Mais je peux vous dire que j'en ai fait des tonnes et qu'il y en a d'autres. J'en ai beaucoup d'autres d'études comme ça. Je veux dire, j'ai fait un dossier pour les compotes et je suis sûre que celui-là, ça ne vous dérangera pas. Et c'était pareil, c'était pour dire qu'il fallait manger plus de compotes. Mais ça ne vous dérange pas parce que c'est du fruit, quoi. Et vous étiez soutenu ou financé par qui? Par le syndicat de ceux qui font de maternes et tout ça, enfin les mêmes, quoi. Voilà, c'est dit. Le Crédoc, organisme sous tutelle publique, réalise des études qui servent entre autres à faire vendre des produits. À propos des compotes, Pascale Ebel n'a pas seulement écrit l'étude, elle a aussi été filmée par le syndicat des marchands de compotes, en train d'en parler. Qui ont des parents. Là, elle parle de vous et de votre consommation de fruits. On consomme plus de fruits. La prochaine fois qu'on vous dira qu'il faut manger plus de compotes, vous saurez d'où ça vient. Sur un produit qui est le fruit. Le syndicat des compotes, la FIDEM, mais aussi Coca-Cola et tellement d'autres grandes marques, financent une partie des études du Crédoc, censées fournir des statistiques fiables, en toute indépendance, que la presse reprend parfois sans vérifier et que les mêmes marques utilisent pour mieux vendre leurs produits. Pour les industriels, l'obésité, c'est la faute du consommateur, pas de leurs produits. Manger trop gras, trop sucré, trop souvent, c'est une histoire de responsabilité individuelle. Sauf que pour savoir combien de sucre on met dans nos caddies, il faut d'abord décrypter des étiquettes, des tableaux, et même parfois des pictogrammes. C'est une des premières choses que l'on apprend aux adolescents de l'hôpital d'hier, là où Romain se soigne depuis 10 mois. Comme lui, tous les patients viennent faire leurs courses dans ce faux magasin, pour apprendre à s'y retrouver dans les emballages et savoir exactement ce qu'ils avalent. Ah bah là, déjà, il va falloir prendre le produit pour voir le tableau. Donc il n'est pas sur les côtés, il n'est pas derrière. Comme généralement c'est sur les côtés, mais ou en bas. Et là, il est en bas. C'est vraiment pour le cacher au maximum. Et il est vraiment pas en très grand, vous voyez. On nous dit c'est bien beau, il y a du chocolat, ça a l'air bon, pour bien démarrer la journée, vous voyez. Enfin, c'est... Et on a même mis un petit germe de blé, c'est ça? Ouais, voilà, pour bien montrer la nature, enfin à quel point... C'est vrai, quand on pourrait voir ça, on voit le chocolat, on voit le blé, enfin ça paraît pas tant si mauvais que ça. Apprendre à déjouer le marketing et comprendre que sur les paquets, le sucre est baptisé glucides. Il y a beaucoup de glucides, 21 grammes de glucides, et des lipides, bon... Il y en a parce qu'il y a du chocolat et dans le chocolat il y a beaucoup de lipides, ça sert et c'est un peu caché. C'est ça le problème avec tous ces produits, c'est que tous ces nutriments qui sont censés être consommés en petite quantité, enfin, on les cache un peu. Enfin, on ne se rend pas forcément compte à quel point il y en a. Le sucre, la graisse. Le sucre, la graisse, toutes ces choses-là. Moi avant de venir ici, quand j'allais au magasin, je vois un produit, bah, je vois, enfin, c'est beau, tout ça, j'en ai vu à la télé, donc je prends. Et je faisais pas forcément attention aux étiquettes. Maintenant, je regarde. Vous aussi, vous voulez surveiller vos étiquettes? Va falloir mettre vos lunettes et réviser votre règle de 3. Parce que c'est difficile de faire plus compliqué. On dirait presque que c'est fait exprès. Vous savez quoi? C'est fait exprès. Parce qu'on a failli avoir un système beaucoup plus simple, vanté dans cette vidéo d'une association de défense de consommateurs européens.
Les Anglais ont une très bonne idée, prendre un symbole facile à comprendre et s'en servir sur les étiquettes alimentaires. Le rouge, c'est quand il y a beaucoup de sucre, le orange un peu moins, et le vert, c'est quand il y en a peu. Et oui, c'est tout bête, un étiquetage avec des feux tricolores comme sur la route. Vert, orange, rouge pour donner la quantité de sucre, mais aussi de gras et de sel. Ce système est utilisé avec succès depuis 6 ans en Angleterre. Il serait plus simple à comprendre. Selon une étude indépendante australienne, les consommateurs ont 5 fois plus de chances de choisir des produits plus sains avec ce système tricolore. À l'université de Grenoble, un chercheur a même montré qu'avec les feux tricolores, notre consommation quotidienne de sucre chute de 19%. Ce système permettrait de retoucher l'emballage de célèbres produits. Tenez, par exemple, le Nutella. Nutella ne contient que des ingrédients naturels et savoureux, sans colorant ni conservateur. On saurait d'un coup d'œil qu'il est vraiment trop gras et trop sucré. David Leloup, l'enquêteur de l'ONG qui surveille les lobbies à Bruxelles, relook le célèbre pot, à la mode feu tricolore. Vous auriez une gommette ici rouge pour le sucre, une gommette rouge pour les graisses, et vous auriez une gommette verte pour le sel, forcément. Forcément, avec cette nouvelle étiquette, les pubs auraient été tout de suite moins vendeuses. Si sur le même rayon, vous avez une autre marque de pâte à tartiner qui a un feu orange, un feu vert et un feu vert, ben, le choix est vite fait. On les voit tout de suite sur la face du produit. La face avant du produit, oui. C'était ce qui était demandé par la Commission européenne, mais ça a été torpillé par le lobby agroalimentaire. L'étiquetage de vos aliments a fait l'objet d'une féroce bataille au Parlement européen en 2010. De mémoire d'eurodéputé, la plus grande opération de lobbying jamais menée ici. La députée britannique, Glenys Wilmot, était en première ligne, mais du côté des perdants. Le système des feux tricolores, elle l'a vu fonctionner dans son pays. C'est pour ça qu'avec d'autres élus, elle a défendu un règlement pour en faire le système de référence au sein de l'Union européenne. C'était compté sans les lobbies. Omniprésents à Bruxelles. Tenez, par exemple, ce jour-là au Parlement, ce sont les promoteurs du gaz naturel qui squattent le hall pour délivrer la bonne parole énergétique aux députés. Parmi eux, des représentants de Shell, Total ou BP. Au cas où un député aurait un petit creux, le buffet est déjà prêt. Glenys Wilmot, elle, a déjà déjeuné. Et d'ailleurs, l'élue anglaise en a un peu marre d'être à ce point courtisée. Ce genre de stand, ça arrive tous les jours? Oui. C'est ça, le lobbying? Ça commence par ces réunions informelles? Oui, des réunions informelles, des gens qui vous invitent à dîner. Le lobbying en soi n'est pas mauvais, mais c'est la quantité, toute cette pression qu'on subit qui est mal. Pour les feux tricolores, la pression fut maximale. C'était sans précédent. Nous avons reçu d'énormes quantités d'emails, de coups de téléphone. Il y a même des gens qui frappaient aux portes des bureaux. D'autres pratiquaient la désinformation. Des personnes nous donnaient des consignes de vote. En temps normal, le lobbying ne va pas jusque-là. Parmi les milliers d'emails destinés à influencer son choix, beaucoup ont été envoyés par le syndicat européen de l'agroalimentaire, qui regroupe toutes les grandes marques du secteur. Amendement par amendement, on explique aux députés ce qu'il faut voter, pour ou contre. Mais Glenys Wilmot a également reçu des consignes de vote directement de la part des entreprises, comme Nestlé. Nestlé France s'oppose formellement au système de feu tricolore. Un système de code couleur induit un jugement arbitraire sur l'aliment. Nous avons même eu des consignes de vote carrément posées sur nos bureaux dans l'hémicycle. Alors, quand nous sommes entrés en séance juste avant le vote, il y avait ces listes qui nous disaient quoi voter. Certains députés les ont vus et ont cru que c'était quelque chose d'officiel, jusqu'à ce qu'ils les lisent et se rendent compte qu'en fait, ça venait de l'industrie. Pourquoi vouloir absolument flinguer les feux tricolores? Parce que les industriels ne craignent qu'une chose, la stigmatisation.
qu'une fois marqués au fer rouge, les produits fassent peur aux consommateurs et que les ventes s'effondrent. Il faut aller dans la banlieue est de Paris, dans une ancienne chocolaterie, pour trouver le plus farouche opposant au feu tricolore, Nestlé, le plus grand groupe alimentaire au monde. Le monsieur entouré par tous ces produits Nestlé, c'est Jérôme François, qui est en charge des consommateurs. Un feu rouge, ça évoque quoi pour vous, si ce n'est interdiction, danger, ne passez pas outre? Donc arrêtez de consommer ce rayon-là, parce que ce rayon-là serait feu rouge. Et ça nous semble pas utile de jeter cet opprobre, ce signe de feu rouge sur une catégorie. Et pour Nestlé, 2 catégories auraient posé problème, leur chocolat et leurs céréales. Toutes les céréales vont être oranges, tous les chocolats vont être rouges et tous les cafés vont être verts. Est-ce que ça va vraiment m'aider? Si on indique feu rouge, on dit il y a des catégories qu'il faut éviter. Des catégories comme le chocolat, comme la glace, d'autres où Nestlé n'intervient pas, je sais pas, les rillettes. Nous, on ne pense pas qu'il faut éliminer de l'alimentation des catégories entières. Et c'est ça qui n'est pas acceptable, notamment dans une culture française, où on n'est pas prêt à renoncer, en effet, à certaines sucreries qui font partie de notre patrimoine. Mais oui, ce bon patrimoine culinaire français, Kit Kat, Crunch, Choc-à-Pic, tout ça, ça mérite d'être défendu. La tablette fait de délicieux chocolat au lait et de riz croquant. Pour combattre les feux tricolores, les industriels devaient être capables de proposer autre chose. Dès 2007, ils développent un système concurrent, bien meilleur selon eux. Cette belle innovation dont les marques sont très fières, ce sont des petites pastilles avec des pourcentages que vous avez sûrement déjà aperçus dans les rayons. Nestlé a été l'un des premiers à les mettre sur ses emballages, pour nous faciliter la vie, paraît-il. Vérifions avec ce paquet de la céréale phare de Nestlé, Choc-à-Pic. On lit qu'il y a 11 grammes de sucre, soit 12%. Mais 12% de quoi? Dans ce paquet-là, pour Choc-à-Pic, il y a combien de sucre? Donc 12% des repères nutritionnels journaliers. Ça veut dire qu'un bol de Choc-à-Pic, c'est 12% de la dose quotidienne de sucre recommandée pour une personne en une journée. Ça ne veut pas dire qu'il y a 12% de sucre dans les céréales. Non, en fait, dans les céréales, il y en a beaucoup plus. Pour 100 grammes de Choc-à-Pic, il y a combien de grammes de sucre? 37. D'accord. Donc ça fait 37% de sucre. Tout à fait. Pourquoi ne pas avoir mis sur la face avant la proportion pour 100 grammes, par exemple, en sucre, et on saurait directement que Crunch, Choc-à-Pic ou un de vos concurrents contient non pas 12% de la ration quotidienne de sucre, mais 30% de sucre pour 100 grammes. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la teneur par 100 grammes, c'est quand je vais consommer une fois mon bol de céréales, qu'est-ce que ça va représenter dans mon apport journalier? On sait que si une portion, ça fait 12%, si j'en prenais 2, mettons que j'en prenne un petit déjeuner et un 4 heures, bah j'ai 24%. Il faut que j'équilibre le reste de ma consommation de la journée pour ne pas dépasser les 100%. C'est ça que ça veut dire. Ça veut surtout dire qu'il va falloir réviser vos règles de 3. Et encore, ça risque de ne pas suffire. Parce que toutes ces informations sur ces paquets, elles sont valables pour un adulte, pas pour un enfant. L'apport pour un adulte moyen, c'est de 2000 kilocalories dans la journée. Donc le calcul est fait sur la base d'un apport pour un adulte, c'est ça? Alors, ça dépend sur ce des produits. La ration quotidienne est celle d'un adulte. Donc, il faut faire un choix. Si on voulait avoir plusieurs âges, il y aurait une place. Non, mais c'est pas de plusieurs âges. Vous savez très bien que pour une gamme de produits, vous les destinez à des enfants. Pourquoi est-ce que, s'il y a une information à mettre sur la face avant, pourquoi est-ce que cette information n'est pas celle pour un enfant? Parce qu'il faut une norme et que si on prenait un âge de 14 ans, les gens nous diraient mais c'est très compliqué. Non, mon enfant a 10 ans, c'est presque plus compliqué. Donc on aurait plein d'âges, au moins on a un référent qui est pour 2000. En plus 2000 kilocalories a le mérite d'être un chiffre rond. Donc si on prenait pour 13 ans et que ça soit 1430 calories, peut-être que la règle de 3 serait moins facile. C'est aussi l'avantage des 2000. Limpide, comme un bol de Choc-à-Pic.
Si vous voulez bien maîtriser votre consommation de sucre, prenez une calculette dès le petit-déj. Ce système, l'agroalimentaire va le faire avaler à la majorité de nos députés européens, quitte à y mettre les moyens, beaucoup de moyens. À Bruxelles, selon l'ONG CEO, l'industrie aurait dépensé 1 milliard d'euros. Une estimation avancée par le syndicat européen de l'agroalimentaire. Le lobby agro-industriel a développé plus d'1 milliard d'euros pour développer son système d'étiquetage propre, voilà, monochrome, basé sur les pourcentages d'apport journalier recommandés. Donc 1 milliard d'euros pour arriver à ça. Oui, pour développer ce système-là, pour le tester, pour en faire la promotion, pour contrer les feux nutritionnels. Le 15 mars 2010, Glenis Willmott et les autres députés de la Commission sur la sécurité alimentaire débattent une dernière fois de l'étiquetage avant de voter. Choisir entre les feux tricolores et le système défendu par l'industrie. Jusqu'au bout, la députée anglaise défend les feux tricolores. Il y a eu une pression énorme de l'industrie, un lobbying massif. Certains ont été invités à dîner. Je voudrais dire aux collègues, quand vous prenez vos décisions, réfléchissez bien. Est-ce que vous écoutez seulement le lobby de l'industrie ou alors ce que nous demandent les consommateurs? Écoutons-les. N'écoutons pas seulement le lobby de l'industrie. Merci. Le lendemain, dans la même salle, le président de séance invite les députés à se prononcer. C'est l'heure du vote. La dernière étape d'1 an et demi de lobbying. Nous passons au point 11, qui est l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le 439, le vote est ouvert. 30 voix pour, 30 voix contre, 2 abstentions. Rejeté. Et voilà. À 2 voix près, les feux tricolores sont rejetés, pour la plus grande satisfaction du lobby de l'agroalimentaire. Finalement, l'histoire du lobby du sucre, c'est un peu celle du tabac. Comme jadis les cigarettiers, le sucre utilise massivement la publicité. Il a des entrées partout. Tout un réseau de liens patiemment tissé par son lobby, dès le plus jeune âge, à l'école, via des programmes de santé, financés par l'industrie elle-même. Des scientifiques et des médecins sous influence pour apporter leur caution dans les plus hautes instances françaises et européennes. Voilà comment l'industrie du sucre a réussi à cerner nos institutions pour peser de tout son poids et imposer sa loi.